Bonjour à tous, ici Alexandre Barthélémy. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous allez pouvoir créer votre propre groupe d'entreprises profitables, le structurer efficacement et mettre des directeurs généraux en place et profiter de votre temps libre. Finalement, c'est ça qu'on recherche, c'est devenir libre. C'est ça la finalité, c'est pas seulement de reprendre des entreprises. On parle souvent de stratégie immobilière, de stratégie boursière. Il y a pléthore d'influenceurs ou de formateurs sur le sujet et ils ont raison de transmettre leur savoir là-dessus. Mais pour moi, et c'est une opinion personnelle, aucune de ces stratégies ne permet de devenir libre sur le court terme. J'entends quelques mois ou quelques semaines. Alors, sur le long terme, oui, mais pour moi, si vous achetez un seul appartement ou si vous investissez par exemple 100 000 euros, et encore c'est une somme importante, en bourse avec une stratégie de dividende par exemple, les dividendes étant à peu près à hauteur de 5%, si vous investissez 100 000 euros, ça vous fera donc 5 000 euros par an, environ 400-420 euros par mois. C'est pas avec ça que vous allez devenir libre financièrement, et encore faut-il que vous ayez 100 000 euros à mettre dans un portefeuille d'actions. Idem si vous achetez un studio, par exemple. Un studio, ça va rapporter 400 ou 500 euros par mois, ça va dépendre des villes. Et vous aurez un crédit forcément en face, même si vous négociez un différé d'amortissement. Et c'est pas encore une fois avec 400 ou 500 euros par mois que vous allez pouvoir devenir, et je compte pas bien sûr la fiscalité, devenir libre financièrement avec ça. Par contre, avec une reprise d'entreprise, si vous achetez une entreprise comme je le conseille à mes élèves du mastermind entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous allez pouvoir vous payer de manière assez confortable, si on peut dire, ou assez conséquente pour celles qui sont plus proches de 10 millions d'euros, tout de suite après la reprise. Vous allez pouvoir rendre 3 000, 4 000, 5 000, peut-être 10 000 euros par mois si vous vous approchez du seuil des 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, tout de suite après la reprise et en remboursant la dette qui vous a permis d'acquérir cette entreprise-là. Contrairement à une stratégie plutôt immobilière ou boursière, on l'a vu, qui est un peu plus longue, qui est tout à fait efficace, mais un peu plus longue. Donc pour moi, il n'y a rien de plus puissant que la reprise ou l'acquisition d'entreprise. Et d'ailleurs, 60% des milliardaires le sont grâce à la reprise d'entreprise. Et si vous étudiez le classement Forbes, vous allez pouvoir voir que l'essentiel des milliardaires le sont à coup de, alors parfois à coup de création d'entreprise, ce qui est le cas avec Facebook, Amazon et autres, bien entendu, mais certains ont d'énormes patrimoines en procédant à l'acquisition d'entreprises de manière successive, que ce soit dans leur secteur d'activité ou sur une stratégie de conglomérat. Par exemple, je pense entre autres au groupe Tata, qui est un groupe indien qui a des centaines de secteurs représentés au sein de leur holding d'investissement. Bref, c'est un très bon vecteur pour, on va dire, avoir du succès et devenir très très riche sur le court terme, mais aussi le moyen terme et le long terme. Mais cela n'est pas aussi facile que l'immobilier ou la bourse. La reprise d'entreprise demande beaucoup plus de tact, beaucoup plus de compétences, comme des compétences juridiques, des compétences en fusion-acquisition, en comptabilité, en finance de haut de bilan, et un sacré flair commercial, puisqu'il faut aussi savoir repérer les bons secteurs d'activité qui vont perdurer dans l'avenir. J'oublie certainement une myriade de compétences. Je pense aux compétences RH aussi pour pouvoir gérer votre personnel, des compétences en paye par exemple pour pouvoir, alors sans forcément faire les bulletins de paye, mais pouvoir les comprendre par exemple, en droit social bien entendu, en droit des affaires, voilà. Toute une myriade de compétences qui demandent beaucoup plus d'exigences que l'immobilier ou la bourse. Et c'est tout à fait normal, sinon tout le monde le ferait, tout le monde reprend d'entreprise et on n'aurait pas de pénurie d'acheteurs sur un marché de la reprise d'entreprise, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un marché concrètement d'acheteurs, même si le vendeur souhaite choisir le repreneur de son entreprise, il faut savoir qu'il y a à peu près un vendeur pour à peu près 10 acheteurs. Donc c'est vraiment un marché aujourd'hui d'acheteurs, donc c'est difficile de vendre une entreprise aujourd'hui. Après 7 acquisitions en 2 ans, j'ai la méthode précise, j'ai les réseaux, j'ai les contacts pour aller vite. Forcément, ça fait quelques années que je pratique. Mais je comprends que vous qui me regardez peut-être et qui êtes un néophyte, pourquoi pas sur le sujet, et si vous vous intéressez à la reprise d'entreprise, c'est très bien, continuez ainsi, c'est un milieu très intéressant. Mais je comprends aussi que vous ne sachiez pas comment aborder vos premières acquisitions. Donc, très rapidement, découvrons ensemble la méthode. Et pour moi, elle se découpe en 9 étapes. 1. Le sourcing. Vous devez utiliser un process commercial
comme pour prospecter des clients quand vous êtes freelance ou même à la tête d'une TPE ou une PME, vous permettant d'approcher les cédants en direct. Non, n'utilisez pas, n'optez pas pour la facilité, n'utilisez pas Fusac, donc le site Fusac, ou Session PME, ou tous les sites qui existent dans la reprise d'entreprise, ou peu importe. Ne passez pas par des intermédiaires en session, que ce soit des sites, des professionnels du secteur. Ne passez jamais par un professionnel du secteur, par un intermédiaire en session d'entreprise. Pourquoi? Puisque tout simplement, et surtout si vous n'avez jamais repris d'entreprise, n'oubliez pas que ce sont des professionnels de la négociation d'entreprise. Si vous n'avez jamais repris d'entreprise de votre vie, vous allez vous confronter à un professionnel de la négociation qui va vous passer au rouleau compresseur, qui va connaître bien plus que vous sur la reprise d'entreprise. Il va vous demander aussi de montrer patte blanche, donc de prouver que vous ayez les reins suffisamment solides pour pouvoir acheter l'entreprise en question, de prouver votre rapport bancaire. Si vous allez voir une banque, on le verra tout à l'heure, ils vont vous demander des cautions, des apports. Enfin, c'est pas du tout la meilleure solution si vous souhaitez commencer dans la reprise ou l'acquisition d'entreprise. Donc, choisissez un process commercial, choisissez LinkedIn, choisissez le mail, choisissez le courrier, choisissez un canal qui vous rapproche du cédant en direct et discutez directement avec le cédant d'entreprise. Et en plus de ça, vous allez avoir des deals qui sont hors marché, un peu comme dans l'immobilier, où il y aura absolument personne sur l'entreprise en question et vous allez pouvoir faire les meilleures affaires. En ce qui concerne la négociation, donc là, vous avez déjà discuté avec le cédant, il est d'accord pour vendre son entreprise. Sachez une chose, c'est que le cédant doit toujours parler en premier. Toujours. Ne faites jamais d'offres financières pour la reprise d'une entreprise. Vous perdriez votre première négociation et vous tomberez dans un schéma, si je puis dire, où le cédant va vous dire non et vous allez surenchérir pour augmenter petit à petit votre offre. C'est pour ça que ne faites jamais ça. C'est le cédant, donc celui qui vend l'entreprise, qui doit parler en premier et vous donner un prix de cession. Et c'est vous qui allez dire non, et c'est lui qui va descendre progressivement votre prix. Je ne vous mets pas toute la technique de négociation, bien sûr, dans cette vidéo, qui doit rester forcément assez courte, sinon on en aurait pour des heures. Mais sachez une chose, c'est que dans le Mastermind Buy and Build, on passe quand même plusieurs heures sur le sujet pour vous aider à faire chuter un prix de cession de 70 à 80% dans les 10 prochaines minutes suite à la rencontre avec un cédant en rendez-vous physique. La valorisation du cédant est émotionnelle, sachez-le, elle n'est jamais logique. Même si tout le monde croit qu'elle se repose sur une formule de valorisation, un peu comme dans l'immobilier finalement, non. Lorsqu'il s'agit de cession d'entreprise, et surtout sur des chiffres d'affaires de 1 à 10 millions d'euros, le cédant est souvent le propriétaire des actions, et souvent aussi le président ou le gérant de l'entreprise, donc il fait tout à la fois, et le cédant a une valorisation émotionnelle. Un exemple typique, il souhaite partir à la retraite, il a vu un appartement qui vaut 800 000 euros au bord de la mer, il souhaite, comme par hasard, vendre son entreprise pour 800 000 euros. Il n'y a aucune logique de valorisation derrière. Alors, bien sûr, je fais une généralité, mais ça reste pour moi à peu près 95-97% des cédants avec qui on discute au sujet de leur cession d'entreprise. Il existe toujours des exceptions, des cédants qui vont bien faire les choses, qui vont demander à l'expert comptable, de faire la valorisation de leur boîte en mixant plusieurs méthodes de valorisation, mais ça reste exceptionnel. Donc, ne tombez pas dans la logique, vous perdriez votre deuxième négociation, restez sur les mêmes normes que le cédant. La lettre d'intention. Ça, c'est une fois que vous avez fait le sourcing, vous avez négocié, tout le monde est d'accord sur le prix, sur le montage du deal, vous arrivez à un fichier qui s'appelle la lettre d'intention, qui est l'équivalent d'un compromis en immobilier, donc c'est un contrat avant-vente. Celle-ci doit être rapide, elle doit être pré-remplie, elle doit être non-binding, comme disent les Anglais, donc elle ne doit engager à rien, contrairement à un compromis immobilier qui, si vous avez le crédit, vous engage à acheter. Là, pour le coup, elle n'engage à rien, même si vous avez le financement, même si vous avez les audits qui sont en bonne et due forme, et même si le cédant souhaite changer d'avis, tout le monde est libre. Le seul intérêt de la lettre d'intention, dans la non-binding lettre d'intention, c'est de coucher sur le papier les principaux accords sur le deal. Signez-la avec le cédant. Ne l'envoyez jamais par email ou par courrier. Sinon, vous tomberez dans le syndrome du biais du rédacteur. Et ça, il n'y a rien qui est pire que ça.
Donc ne l'envoyez jamais ni par mail ni par courrier. Signez là en face à face avec le cédant à la fin de votre négociation. Le financement. N'allez jamais voir une banque. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, et encore plus au moment où je tourne cette vidéo, en 2023, où on observe quand même une crise des crédits en tout genre, des crédits immobiliers, avec la hausse des taux, etc. Donc n'allez jamais voir une banque. En plus des hausses des taux actuelles, elle vous demandera une caution personnelle. Et c'est normal, hein. La banque se protège, bien entendu, hein. C'est tout à leur honneur. Et elle vous demandera un apport d'au minimum 20% du deal. Donc une entreprise réalisant entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, sachez une chose, c'est que c'est un actif qui est très volatile. Alors là aussi, je fais encore un comparatif avec l'immobilier, mais je préfère acheter un immeuble à 3 millions d'euros et je me porterai volontiers caution personnelle et je mettrai volontiers 20% d'apport pour un immeuble à 3 millions d'euros, mais jamais pour une entreprise qui fait entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un actif qui est purement volatile. On l'a vu avec le Covid. Vous auriez eu un hôtel pendant le Covid, vous auriez utilisé, enfin la banque aurait actionné votre caution personnelle, vous aurez perdu tout votre apport et tout votre argent. Ce sont des actifs qui sont soumis au marché fluctuant, au marché commerciaux fluctuant, donc ne mettez jamais d'apport et ne mettez jamais votre caution personnelle. Vous perdriez votre maison avec la caution personnelle et votre épargne en même temps. Utilisez un financement vers le bas. Enfin, non, pardon. Utilisez un financement par le bas. Pardon. Donc, utilisez les ressources de l'entreprise que vous allez acheter pour pouvoir financer son propre rachat. Encore une fois, je ne m'étale pas sur le sujet. La vidéo doit être assez compacte pour ce format YouTube. Donc, dans le Mastermind Buy and Build, on voit bien sûr les 6 sortes de financement possibles. On voit comment une entreprise que vous ciblez va pouvoir, on va dire, s'endetter pour financer son propre rachat, bien entendu. On verra quels sont les leviers qu'on peut utiliser avec d'autres business pour pouvoir obtenir les ressources suffisantes pour pouvoir acheter l'entreprise que vous souhaitez acquérir. Attention aux fonds propres, bien entendu, si vous faites tout ça, si vous utilisez un financement par le bas, il va falloir que l'entreprise que vous souhaitez acquérir ait les fonds propres nécessaires et conséquents à cet achat à ce financement qui vient du bas, et proposer au minimum 30% du prix de cession en crédit vendeur. Certaines personnes conseillent de faire du 100% crédit vendeur. Pour moi, ça reste quand même un montage qui est assez utopique. Il faut donner dans tous les cas, si vous achetez une entreprise profitable, bien entendu, pas en difficulté, une partie quand même assez conséquente du prix de cession en cash le jour de la cession. Mais vous pouvez tout à fait compléter le prix de cession, et ça m'arrive dans chacun de mes deals, avec un pourcentage assez fort sur du crédit vendeur ou du earn-out. Le closing. Alors, nombre de mes élèves dans le Mastermind Buy and Build pensent que dès qu'on a clôturé l'aspect financement, dès qu'on a fait nos audits avec les avocats correspondants et que tout le monde est d'accord et qu'on approche de la date du closing. La date du closing, c'est quoi? C'est comme dans l'immobilier, un acte authentique de vente. C'est donc vous signez le compromis dans l'immobilier et vous signez l'acte de vente à la fin, une fois que vous avez obtenu le financement et que les droits de préemption de la mairie sont passés, etc. C'est pareil dans la reprise d'entreprise, vous avez signé une lettre d'intention qui équivaut à un compromis et vous allez signer un contrat de cession qu'on appelle aussi closing pour pouvoir transférer les actions sur vous en votre propriété. Donc lorsque vous arrivez au closing, donc la signature du contrat de cession, votre position de négociation est forte. Et non, ce n'est pas parce que vous allez signer un contrat de cession ou que la date approche que la négociation est terminée. Bien au contraire, alors le cédant pense que c'est terminé, mais pour vous, bien au contraire, elle vient de commencer. C'est là où votre position est la plus forte. C'est ici que vous faites les meilleures affaires. Donc c'est ici que vous allez pouvoir négocier, encore une fois, le plus possible avec le cédant et que vous allez pouvoir avoir peut-être un rabais sur le prix ou des meilleures conditions de paiement du prix. Ça aussi, bien sûr, on le voit en détail, on ne peut pas s'étaler pendant 3 heures dans cette vidéo, dans le Mastermind Buy and Build. L'intégration. Il faut savoir une chose, c'est que changer le nom d'une entreprise, c'est une histoire d'ego. Quand vous voyez des grands groupes racheter des entreprises et changer le nom, c'est qu'ils peuvent se permettre d'avoir des problèmes, on va dire, humains et de fierté, on va dire, dans l'entreprise. Ils ont les moyens de le faire. Nous qui ciblons des entreprises entre 1 et 10 millions d'euros, ou parfois c'est votre première acquisition, ou parfois c'est votre 10e acquisition,
Nous ne sommes pas des conglomérats qui pèsent des dizaines, voire des centaines de milliards d'euros. Donc changer le nom d'une entreprise, qui a parfois 20 ans ou 30 ans de notoriété, c'est une histoire d'ego. Ne le faites pas. Créez des silos indépendants. Alors vous pouvez tout à fait faire communiquer les directeurs généraux ensemble pour trouver des synergies, des économies d'échelle, mais ne mettez pas tout le monde dans les mêmes locaux et ne mettez pas tout le monde sous une seule et même bannière avec le même nom. La culture d'une entreprise n'est souvent pas compatible avec une autre. Et c'est la raison d'ailleurs principale d'échec des reprises d'entreprise. Donc créez des silos indépendants, recrutez un directeur général à chaque fois. Si vous avez une holding thématique avec 5-6 entreprises en dessous et que vous avez les moyens de le faire, recrutez un directeur général de la holding au-dessus. Mais ne mettez pas tout le monde dans les mêmes locaux et sous la même bannière. Structuration, recrutez un directeur général pour chacune de vos acquisitions. Ne vous créez pas un deuxième job. Le but, c'est quand même, au fur et à mesure, d'être de plus en plus libre et indépendant. Donc, votre DG doit être aussi meilleur que vous. Si vous souhaitez vous appuyer sur lui, si vous souhaitez avoir confiance en lui. Là aussi, on apprend dans le Mastermind Buy and Build comment recruter un directeur général avec la méthode WHO, WHO, et de recruter des personnes qui sont bien meilleures que vous pour qu'ils puissent gérer l'entreprise sans vous, mais aussi la faire évoluer. On cherche un pourcentage de croissance chaque année avec les meilleurs. Des synergies et des économies d'échelle, recherchez des secteurs où une consolidation peut avoir un intérêt financier. Par exemple, si vous consolidez le secteur du transport et si vous achetez 5 entreprises de transport, il n'est pas inintéressant d'acheter un garage, par exemple, spécialisé dans les poids lourds, puisque vous savez que dans le bilan de chaque entreprise de transport, il y a à peu près 10 à 15% du chiffre d'affaires qui est, on va dire, si je puis parler vulgairement, balancé dans l'entretien au véhicule. Il n'est pas inintéressant de racheter un garage pour pouvoir contrôler vos propres réparations et créer des synergies et des économies d'échelle. L'exit, ne faites pas comme les cédants que vous croisez, ayez une valorisation dans le marché, appuyez sur de réelles formules de valorisation. Il en existe 185 d'après Harvard Business School. Utilisez celle qui vous plaît et celle qui est à votre avantage, bien entendu. Faites la démarche de vendre, prospectez les acquéreurs potentiels, ne soyez pas passif. Quand vous achetez des plus d'entreprises dans le marketing, par exemple, ayez déjà en tête, lorsque vous les achetez, à qui vous allez vendre le groupe. Ils sont assez faciles, ces groupes, à trouver sur Internet. Pour la communication, il existe par exemple WPP ou les très très grosses agences mondiales qui font que des acquisitions, qui ne se développent que par croissance externe. Donc ça, c'est facile de voir, d'identifier ces acteurs-là et de savoir quels sont leurs critères. Voilà, on en est à la 9e étape. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de commenter et surtout de vous abonner à la chaîne. Je serai amené à publier d'autres vidéos dans ce genre-là. Merci, à bientôt.